Tout le monde a pleuré devant cette scène. Tout le monde a trouvé ça beau. Un vieux sorcier, au bout de sa vie, abattu par celui qu'il appelait ami, et qui accepte la mort en silence. Le regard plein de paix, le geste digne, comme s'il partait comme un martyr, sur une tour, les bras levés, face à son assassin. Et depuis ce jour, on le cite tous comme un héros. Et si ce n'était pas un sacrifice, et si c'était une mise en scène? Parce que moi, quand je revois cette scène, je ne vois pas un héros. Je vois un stratège qui meurt exactement comme il a vécu, en contrôlant chaque geste, chaque silence, chaque mort. Et si Dumbledore n'était pas un héros, mais un homme qui a appris à manipuler tout le monde jusqu'à sa propre exécution. Albus Dumbledore est le plus grand sorcier du monde. Quel est le seul sorcier dont Voldemort a toujours eu peur? N'aie pas pitié des morts, Harry. Dumbledore. Aie pitié des vivants. Franchement, mon garçon, êtes-vous sûr de l'avoir connu? Quand on parle d'un sorcier puissant, ambitieux, à l'influence démesurée, c'est le nom de Lord Voldemort qui vient naturellement en tête. Le mage noir par excellence, celui qui a plongé le monde magique dans la peur pendant des décennies. Sa vision était claire, domination absolue des sorciers sur les moldus, pas de compromis, pas de demi-mesure, un monde régi par la peur, la pureté du sang et la puissance brute. Et pourtant, malgré l'ampleur des conséquences de son règne, malgré l'horreur qu'il a semée, le Seigneur des Ténèbres n'a pas été le premier à rêver de pouvoir total. Il n'a fait que repousser les limites d'une idée qu'un autre, que plusieurs autres, avaient déjà eu bien avant lui. Parmi eux, il y avait Grindelwald. Et contrairement à Voldemort, Grindelwald n'était pas seul. À ses côtés, à l'origine de ses premières idées, se trouvait son plus proche allié, un jeune homme, comme lui, brillant, admiré et respecté, un certain Albus Dumbledore. Tous deux partageaient un même rêve, remodeler le monde où la magie dominerait l'humanité, un monde dirigé non par la sagesse, mais par ceux jugés suffisamment puissants pour savoir ce qui est bon. Ils parlaient de ce plus grand bien comme d'un objectif noble, mais derrière les mots, ce qu'ils préparaient, c'était un renversement total de l'ordre établi par les sorciers. Une prise de pouvoir camouflée derrière un idéalisme corrompu. Et cette vision était bien partagée par les deux hommes. Albus Dumbledore n'était pas un complice passif, il n'était pas entraîné malgré lui, il était au cœur même du projet, il en bâtissait les fondations. Comme deux chefs d'orchestre brandissant leurs baguettes, Dumbledore et Grindelwald pensaient être les seuls capables d'écrire la partition du nouveau monde. Les autres sorciers, comme Moldus, n'étaient que des instruments, des pions à repositionner dans une symphonie magique que seuls eux pouvaient diriger. Mais ce qui devait être un plan politique et froid est devenu une tragédie personnelle et intime. Car derrière cette alliance idéologique, il y avait autre chose. Dumbledore était épris de Grindelwald. Aveuglé par ses sentiments, il refusait de voir la radicalité croissante de son ami, refusait de le remettre en question. Jusqu'au jour où l'illusion du rêve dans lequel Dumbledore était bercé a fini par imploser par un violent rappel à la réalité. Une dispute, un duel, et au milieu, Ariana, la sœur d'Albus. Fragile, instable, enfermée dans ses douleurs, un dommage collatéral. Aucun des deux sorciers ne saura jamais quelle baguette fut à l'origine du drame. Mais aux yeux de Dumbledore, trop fragile pour chercher la réponse, il se considérait déjà comme le véritable coupable. Mon frère a sacrifié beaucoup de choses, sache-le, Potter, au cours de sa quête du pouvoir, y compris Ariana. Et elle lui était très dévouée. Il lui a tout donné, sauf du temps. Grindelwald, après cette nuit, poursuit son ascension. Il récupère la baguette de Suro et impose sa vision sur l'Europe. Il devient un dictateur, un symbole de terreur. Dumbledore, lui, disparaît. Il refuse de l'affronter. Pas par faiblesse magique, mais parce qu'il voit en Grindelwald ce qu'il aurait pu devenir lui-même. Il cherche à fuir ce qu'il était devenu en tuant sa sœur. Le professeur se cache derrière la noblesse de l'enseignement et refuse tous les postes d'autorité, comme ministre de la magie. Albus enterre son ambition sous un bureau et une école. Mais cette retenue n'est qu'une illusion. Elle ne soigne rien, elle ne répare rien, elle ne fait que repousser l'inévitable. Et l'inévitable, justement, revient sous les traits d'un autre orphelin, un autre prodige, un autre miroir, Tom Jedusor.
Bien plus tard, lorsqu'il rencontre Tom Jedusor pour la première fois, il voit un jeune garçon brillant, orphelin, charismatique et marginal. Un esprit rare, mais aussi une inquiétante familiarité. Je suis comme toi, Tom. Je suis différent. Un souvenir du passé, car derrière le calme apparent, Jedusor manipule, ment, cache des objets volés, effraie ses camarades et parle déjà aux serpents. Je sais aussi parler aux serpents. Ils viennent me voir. Ils me murmurent des choses. Vous trouvez ça normal pour quelqu'un comme moi? Tout est là. Pourtant Albus l'intègre à Poudlard, l'observe de loin et garde pour lui ses inquiétudes. Il croit, ou plutôt il décide de croire, qu'on peut encore amener quelqu'un vers le bien. Et Dumbledore le sent, Dumbledore le sait. Saviez-vous, monsieur, à l'époque, que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps? Non. Il sait au fond de lui que Jedusor, comme Grindelwald, suit une trajectoire déjà tracée. Mais une fois encore, il attend. Trop longtemps. Il décide de faire confiance au ministère, par peur d'agir directement lui-même. Jedusor devient Voldemort, et le monde bascule. Dumbledore comprend qu'il a échoué, encore, pas parce qu'il n'en avait pas le pouvoir, mais parce qu'il se refusait de l'utiliser. Alors Dumbledore réfléchit, comment peut-il influencer le cours des événements sans utiliser son pouvoir? Une solution, un mal nécessaire se présente à lui, il décide de tout contrôler, pas à la lumière du jour, mais de l'intérieur, dans l'ombre, silencieusement. Presque 30 ans plus tard, lorsque Harry Potter survit au sortilège de la mort, Dumbledore voit enfin une opportunité. Il comprend que ce garçon, lié à Voldemort par une ancienne magie, peut devenir l'élu, le héros, celui qui réparera ce que lui n'a jamais réussi à corriger. Mais pour que ce plan fonctionne, Harry doit souffrir. C'est la condition, le seul moyen. Alors Dumbledore le place chez les Dursley, une famille qui le méprise. Il le laisse grandir sans amour, sans repère, sans protection réelle, parce que dans son esprit, c'est la solitude qui façonnera le courage, la douleur qui sculptera le héros. C'est pour ça qu'à 11 ans, il lui laisse déjà affronter Quirrell, seul dans les profondeurs de l'école. Année après année, le schéma se répète, le garçon se durcit, se renforce, Dumbledore applaudit, encourage et conseille. Un troll dans les couloirs, un basilic dans les canalisations, un criminel soi-disant en cavale, un tournoi mortel truqué. Le règlement est formel. Monsieur Potter n'a pas le choix. Jusqu'à Voldemort lui-même, revenu d'entre les morts. Y a pas d'endroit plus sûr, ça, non? Sauf Poudlard, peut-être. Et toujours le même scénario. Harry, un élève naïf qui découvre la magie, est contraint d'agir pendant que Dumbledore, directeur quasi omnipotent et plus grand sorcier du monde, observe mais jamais n'intervient. Un enfant, année après année, face à des menaces que même des aurores aguerries éviteraient. Pourtant la passivité du vieux mage n'est pas de la négligence, c'est une stratégie. Parce que Dumbledore est convaincu que Harry doit choisir par lui-même, un choix bien évidemment déjà orienté pour qu'il n'en ait au fond qu'un seul à faire. Il laisse les tragédies se produire pour autant qu'elles fassent avancer son plan. La pétrification de plusieurs élèves, la possession de Ginny, la mort de Cédric Diggory et même la perte de Sirius. À chaque fois, Harry est blessé, brisé, marqué, et à chaque fois, Dumbledore est là. Trop tard, trop flou, trop silencieux, parce que Dumbledore aime qu'on le voie comme un sage, un observateur, un homme qui laisse les autres choisir leur chemin. Mais ce n'est qu'une illusion, car même quand il ne contrôle pas tout, il ne renonce pas au contrôle. Il change simplement de stratégie. Quand les pièces de l'échiquier lui échappent, quand les règles deviennent floues, il range l'échiquier et sort les cartes. Il devient un joueur de poker, froid, calculateur, prêt à bluffer, à dissimuler, à miser gros, très gros. Jusqu'à parier la vie d'un enfant, la loyauté d'un homme brisé et l'avenir du monde magique. Sur une main qu'il espère gagnante, pas parce qu'il en est sûr, mais parce qu'il n'a plus le luxe de douter. Et malgré tout, le directeur de Poudlard voit en Harry une version idéalisée de ce qu'il aurait lui-même voulu être. Un jeune sorcier, brillant, humble, courageux et surtout profondément bon. Quelqu'un qui souffre mais ne se corrompt pas. Quelqu'un qui inspire sans dominer et qui protège sans jamais chercher à diriger. Et quand le sorcier centenaire comprend que Harry est un Horcrux, qu'il porte en lui une partie de Voldemort, il lui cache la vérité. Il se tait. Il comprend que ce garçon devra mourir au bon moment. Oui, il doit mourir. Et Voldemort devra le tuer de sa main. Et une fois de plus, son plan change. Harry ne doit pas juste être fort, endurci et courageux,
Quand le moment sera venu, il devra se sacrifier, mourir pour sauver les autres. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Mais toujours hanté par son passé, Dumbledore poursuit un autre projet. Un projet plus intime, plus ancien et peut-être encore plus dangereux. La quête des reliques de la mort. Il possède déjà la baguette de Suro, gagnée sans que personne ne le sache après son duel contre Grindelwald, la cape d'invisibilité jusqu'à la transmettre à Harry Potter, mais celle qu'il désirait plus que tout et qui lui manquait encore, c'était la pierre de résurrection, le seul artefact capable de ramener ce qu'on a perdu, le seul artefact capable de rappeler le souvenir de sa sœur et de faire taire ses remords encore à vif. Et lorsqu'il comprend que la pierre est enchâssée dans la baguette de Gaunt, il ne peut résister. Il sait que cette bague est un Horcrux, qu'elle est maudite, mais il cède. Pas pour dominer la mort comme Voldemort avec les Horcrux, mais pour revoir Ariana, lui parler, chercher son pardon. C'est un geste profondément humain, et pourtant c'est aussi une faute. Parce qu'en cédant à ce désir, Dumbledore déclenche sa propre mort. La malédiction se répand dans son corps, ses jours sont comptés, mais même là, même dans l'urgence, il refuse de perdre le contrôle. Il planifie sa sortie, son dernier tableau, il calcule l'impact de sa disparition et utilise jusqu'au bout ceux qui l'entourent. Il convoque Rogue et l'ordonne de le tuer, quand le moment viendra, devant témoins, sans hésitation. Non pas pour l'empêcher de souffrir, mais pour que Voldemort croie que Severus reste son plus fidèle serviteur. Pour que le plan continue. Pour que Harry, un jour, puisse se sacrifier sans que personne ne se doute de ce qui a été prévu depuis le début. C'est vous qui devrez me tuer, Severus. C'est le seul moyen. La condition pour que le Seigneur des Ténèbres vous fasse pleinement confiance. Et Rogue accepte. Il n'a pas le choix. Il obéit à un homme qu'il respecte, mais qui utilise son deuil jusqu'à sa dernière goutte, sa dernière larme. Avada Kedavra. Rogue l'espion, Rogue le renié, Rogue le haï, sacrifié comme les autres. Et Harry découvre la vérité presque trop tard, pas de la bouche de Dumbledore, mais à travers les souvenirs de Rogue. Et là, il comprend tout, les non-dits, les silences, les décisions qu'il croyait siennes, mais qui n'étaient que le produit d'un plan pensé depuis le début. Dumbledore prétendait laisser Harry libre, mais c'est faux. Il a tout fait pour qu'il n'ait qu'une seule direction possible, et qu'il ait l'illusion de l'avoir choisi lui-même. Et c'est exactement ça, la définition de la manipulation. Dumbledore disait souvent que ce sont nos choix qui nous définissent, mais il a tout fait pour que Harry n'en ait jamais vraiment. Il lui a donné un rôle à jouer, un ennemi à affronter, un destin à accomplir et une mort à accepter. Et il a construit ce chemin avec une précision froide. Pas par cruauté, mais parce qu'il pensait que c'était la seule solution. Il voulait réparer le monde, effacer ses erreurs, tuer Voldemort, sauver les innocents, mais il l'a fait comme il a toujours tout fait, en contrôlant les autres, en planifiant les tragédies, en tordant les vies pour servir une cause qu'il croyait juste, pour le plus grand bien. Ce n'était pas un dictateur comme Voldemort, ce n'était pas un fanatique comme Grindelwald, mais ce n'était pas non plus un héros comme Harry Potter. C'était un homme qui croyait sincèrement faire le bien. Et c'est peut-être ça le plus dangereux, parce que Dumbledore n'a jamais agi par haine, il a agi par conviction, par culpabilité et par peur. Peur d'aimer à nouveau, peur de perdre le contrôle, peur de devenir celui qu'il a combattu. Et cette même peur, il l'a déguisée sous des discours de sagesse, des silences nobles et une image de guide qu'il n'a jamais vraiment assumée jusqu'au bout. Ce n'est pas une tâche que mon frère t'a confiée, c'est une mission suicide. Rends-toi service, fiston, rentre chez toi. Vis un peu plus longtemps. Dumbledore m'a fait confiance pour réussir. Qu'est-ce qui t'autorise à lui faire confiance? Qu'est-ce qui t'autorise à croire tout ce que mon frère t'a dit? Toutes ces années où tu l'as connu, a-t-il jamais prononcé mon nom? A-t-il jamais parlé d'elle? Pourquoi est-ce qu'il aurait eu des secrets? Je te le demande. Harry, lui, a fait ce que Dumbledore n'a jamais pu faire. Il a aimé sans calculer, il a perdu sans se refermer, il a choisi sans que personne ne choisisse pour lui. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus fort, il a gagné parce qu'il était plus libre. Et c'est ça que Dumbledore n'avait pas compris. Croire qu'on fait le bien alors qu'on ne fait que répéter ses fautes en les appelant destin.